Merci. Et bonjour, mon nom est René Moreau, président nouvellement élu d'AgroPure. Je suis très fier et honoré. C'est un grand honneur et un grand défi pour moi d'être le président de AgroPure, la plus grande coopérative laitière au pays. Alors, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Mme Zenia Tata, directrice générale de XPRIZE. Que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique centrale, le travail de Mme Tata a eu un impact positif dans 20 pays qui font face à divers enjeux comme la pénurie d'eau et d'aliments, le développement économique, les changements climatiques, les droits territoriaux, les soins de santé, l'éducation et le bien-être des enfants. Sa contribution a été déterminante parce qu'elle a introduit aux solutions de développement traditionnelles de ces pays une approche entrepreneuriale selon laquelle tous les intervenants peuvent bénéficier des programmes et des services. Mme Tata est passionnée par son travail auprès de populations défavorisées sur le plan économique. Elle est constamment à la recherche de solutions innovantes aux problèmes mondiaux. Elle est ici aujourd'hui pour vous inciter à adopter une mentalité d'innovateur à l'égard de l'avenir de l'alimentation. Alors, veuillez vous joindre à moi pour accueillir Mme Zenia Tata. Thank you. So what... Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était des bonnes choses? Parce que je n'en ai aucune idée. Oui, c'était bien ce qu'il a dit. Enfin, vous me direz tout à l'heure. Bon, alors comment allez-vous? Quelle journée extraordinaire, n'est-ce pas? Ça va bien tout le monde? Vous êtes rempli d'énergie? Oui, très bien, parce que sinon, je vais vous réveiller, je vous garantis. Parce que je ne sais pas ce que m'a dit M. Moreau, je vais vous parler un peu de mes liens personnels avec l'agriculture. C'est un peu inhabituel, je dois vous avertir. J'ai passé beaucoup de temps à travailler en développement international et dans le secteur agricole, surtout pour ce qui est de l'eau et de l'énergie pour les petits paysans, des petits entrepreneurs, des gens qui, depuis des générations, n'avaient jamais pu gagner leur vie, n'avaient que des activités de subsistance, un petit terrain quelque part en Afrique ou en Asie. Et ils essayaient tout simplement de survivre grâce à leur activité agricole. Et mon organisation essaie de leur montrer à devenir des entrepreneurs et à créer des filières agricoles dans leur pays. Mais je ne suis pas ici pour parler de cela. Je suis ici pour parler de quelque chose de tout à fait différent, pour parler d'innovation. L'innovation, c'est un mot un peu usé, hein? On l'entend tout le temps. Ça finit par ne plus faire d'effet. Mais j'aimerais vous parler du genre d'innovation qui m'intéresse et que je vous invite à considérer. C'est ce qu'on appelle moonshot. Savez-vous de quoi il s'agit? C'est quelque chose de tout à fait audacieux, quelque chose qu'on essaye de réaliser, mais qui est très, très difficile à atteindre, au point d'en être pratiquement ridicule comme objectif, mais qui aurait des conséquences énormes pour le reste du monde. Et je crois que l'agriculture est prête pour cette envolée vers la Lune, si vous voulez. Et je crois que vous pouvez le faire dans votre propre entreprise, dans votre collectivité, dans votre groupe d'amis pour créer une nouvelle entreprise. Moi, je travaille pour une organisation extraordinaire. Ça s'appelle XPRIZE et nous croyons à des percées radicales pour le bénéfice de l'humanité. Notre prémisse est très simple et j'y viendrai dans une minute. Mais pour commencer, j'aimerais dire que nous croyons chez XPRIZE que nous vivons à une époque extraordinaire, une époque sans précédent. Et je suis sûr aussi, je vois tant de jeunes dans la salle que vous en avez par-dessus la tête d'entendre cela. Tout le monde vous le dit, vous vivez à une époque extraordinaire, mais je le répète, et c'est vrai, réfléchissez-y. Il y a 100 ans, il fallait être un roi ou une reine ou un gouverneur de province ou un baron de la finance pour avoir une influence dans le monde. Ce n'est plus vrai aujourd'hui.
On n'a plus besoin d'être aussi riche, on n'a plus besoin d'avoir le même pouvoir pour vraiment changer le monde. Pas du tout. N'importe qui peut réussir à le faire aujourd'hui. En tout cas, la plupart des gens. Pourquoi? Parce que les gens profitent de l'aide de la technologie. Chez XPRIZE, nous croyons au pouvoir de la technologie, et pas n'importe quelle technologie, mais ce qu'on appelle la technologie exponentielle. Pensez au super ordinateur que vous transportez tous et toutes dans vos poches aujourd'hui. C'était un super ordinateur il n'y a même pas 20 ans. En 1999, le genre de données que vous conservez dans votre téléphone intelligent devait être transporté avec des grues et voyager par avion. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons tous et chacun un super ordinateur dans la poche qui nous permet d'avoir une influence extraordinaire dans le monde. Et je vais vous dire comment. Chez XPRIZE, on a une prémisse très simple. Nous croyons que les gens ordinaires, des gens comme vous et moi, pour pouvoir changer quelque chose dans le monde, on ne peut pas faire ça à la fin de semaine, on ne peut pas le faire après avoir travaillé 60 heures, on ne peut pas le faire après l'école, non. Il faut encourager les gens à travailler à temps plein sur leurs idées, sur des idées qui vont vraiment changer les choses. Nous croyons aussi qu'il n'y a que 3 facteurs qui motivent les humains. Savez-vous de quoi il s'agit? Le premier est l'argent. Pourquoi? Parce que sans argent, on ne fait rien. Le deuxième, si vous êtes un inventeur ou un innovateur ou un entrepreneur, ce qui nous intéresse, c'est d'être le premier, d'être un pionnier. En tapant Google, c'est votre nom qui sortira le premier. Ça, c'est un grand facteur de motivation pour les entrepreneurs. Et le troisième facteur, le plus important, et on en parle tout le temps chez nous, nos membres sont tous motivés par cela, c'est parce qu'ils veulent vraiment changer le monde. En tant qu'êtres humains, nous avons des âmes altruistes. C'est comme ça qu'on est fait, et il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Les humains sont le plus heureux quand ils font quelque chose qui améliore la vie de leur prochain. Même si on ne sait pas qui va en profiter, c'est comme ça qu'on devient vraiment heureux. Alors, chez XPRIZE, on en profite sans scrupule et nous mettons sur pied des concours mondiaux de très grande envergure et nous donnons des prix aux gens qui font des inventions qui changent vraiment les choses. Nous concevons ces concours, nous les annonçons aux inventeurs et aux innovateurs parce que nous croyons que les gens ordinaires, vous et moi, c'est nous qui avons la réponse. On n'a pas toujours besoin de spécialistes. Alors voilà ce que nous faisons chez XPRIZE. Notre premier prix, c'était pour l'industrie aéronautique. À ce moment-là, l'espace, c'était juste les gouvernements qui avaient accès. Le premier prix de 10 millions de dollars a ouvert toute une nouvelle industrie dans l'aéronautique. Il y a beaucoup de joueurs importants aujourd'hui, par exemple SpaceX, Elon Musk, Blue Horizon, Richard Branson, Virgin Galactic et beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de révolution. Rien d'autre que la révolution, parce que c'est ça qui nous motive et ce dont nous avons besoin. L'agriculture a connu beaucoup de révolutions. Pensez-y, il a eu l'âge agraire. Vous savez combien de temps ça a duré? Ça a commencé en 4000 avant notre ère et ça a duré très très longtemps. Et c'est quand on a commencé à s'installer en tant qu'être humain et nous avons commencé à apprendre comment faire pousser les récoltes et comment nous nourrir. Et c'est comme ça que la civilisation a démarré. Donc l'agriculture, c'est un des points de départ de la civilisation.
Et bien sûr, dans les années 1800, l'agriculture a été transformée par la révolution industrielle. Il y a eu des usines, des industries, et la capacité de s'organiser et de produire à plus grande échelle. Et ensuite, il y a eu la révolution scientifique des années 1900. Bon, par exemple, l'histoire du canola, c'était grâce à la révolution scientifique dans les années 1900. Mais la révolution d'aujourd'hui, c'est la 4e révolution. Et elle est beaucoup plus puissante que les révolutions précédentes, beaucoup plus puissante. Quelle est cette révolution? Pouvez-vous me dire? C'est la révolution numérique, n'est-ce pas? C'est la révolution de l'information, l'accès aux connaissances et aux informations pour tous. Qu'est-ce que les révolutions font? Et elles servent à égaliser les possibilités d'accès. Et c'est la révolution où nous nous trouvons maintenant. Lorsque vous êtes au milieu d'une révolution, vous ne le ressentez pas forcément au quotidien, mais je vais vous dire que ce qui se passe en ce moment sur la planète va vraiment changer tout ce que nous connaissons. Je vais vous donner quelques exemples. En 2003, toute l'humanité, toute l'histoire avait généré à peu près 5 exabytes de données. Ce sont 5 milliards de gigabytes. Donc, c'était toute l'humanité. En 2010, savez-vous combien de temps ça nous a pris pour générer autant de données? Pouvez-vous deviner? 10 jours. 10 jours. Savez-vous combien de temps ça va nous prendre cette année? 10 minutes. 10 minutes. Toutes les 10 minutes, c'est le montant de données qui est généré par la planète, par les êtres humains. Et la moitié de la planète n'est même pas encore en ligne. Imaginez ce que ce sera quand l'autre moitié de la planète sera en ligne, quand 3 milliards de personnes auront accès à l'Internet dans quelques années. Toutes les idées, imaginez-vous tous les entrepreneurs, tous les artistes, tous les gens qui sont un peu fous avec des idées un peu folles et toutes leurs opinions. Imaginez-vous ce qui va se passer. Et c'est ça la révolution dont nous faisons partie. Et c'est la révolution dont l'agriculture a besoin et à laquelle elle a besoin de se joindre. En ce moment, c'est encore pour l'élite en agriculture, c'est pour la grande industrie ou les grands producteurs, mais ce ne sera pas le cas très bientôt. Donc, avant de parler comment on peut entreprendre les étapes, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais parler un petit peu de philosophie. Savez-vous pourquoi nous mangeons de la nourriture? Pourquoi? Pour l'énergie? Oui, pour nous donner de l'énergie, bien sûr. Et comment l'énergie se transforme en nourriture? Le soleil? Oui, la photosynthèse qui provient du soleil. Au niveau moléculaire, qu'est-ce qu'il y a dans notre nourriture qui nous donne cette énergie? L'hélium et l'hydrogène. Vous savez de quoi est composé le soleil? 70% d'hydrogène et 28% d'hélium. Où est-ce que le soleil obtient son hydrogène et son hélium? Lors du Big Bang, 13,8 milliards d'années. C'était dans la première nanoseconde de notre univers, c'est l'hydrogène et l'hélium qui ont été créés. Et c'est ça qui nous nourrit, c'est ça ce qu'il y a dans nos corps. Et c'est la raison pour laquelle la nourriture est tellement importante. Nous mangeons, respirons ce qui fait les étoiles, c'est ça qui nous compose. Donc, encore une fois, pensez à ce que vous mangez, pensez d'où ça provient. Vous l'avez déjà entendu 1 million de fois. Et bien sûr, tout le monde veut que vous pensiez aux producteurs, à la sueur, aux larmes qui sont nécessaires pour le produire et à tous les risques. Oui, bien sûr. Mais la prochaine fois que je vous alliez au-delà de ces considérations, ce que vous mangez
est essentiel à la vie dans notre univers. C'est ce qui nous rend pareils. Et à cause de l'importance de tout ceci, moi je crois vraiment que l'agriculture a besoin de ce que j'ai appelé le moonshot. Mais il y a beaucoup d'inconvénients également. Donc, je vais explorer plusieurs tendances pour expliquer comment nous allons nourrir le monde. Moi, j'ai grandi à Mumbai, en Inde. Je n'ai jamais vu une ferme avant l'âge de 30 ans, presque 30 ans, dans ma vingtaine. J'ai grandi dans une mégalopole, 20 millions de personnes. Je suis vraiment une fille de la ville. Et j'ai toujours aimé la science-fiction. J'aimais beaucoup lire, mais la science-fiction, c'était ce que je préférais. Et je croyais vraiment que lorsque je grandissais et quand je serais grande, que le monde serait complètement différent. Mais ce n'est pas exactement comme ça. Je pensais que maintenant, on vivrait dans des villes extraordinaires, complètement en harmonie avec la nature, et que la pérennité ne serait même pas un terme, ça serait la manière de vivre et de se comporter. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une jungle qui est en train d'être détruite chaque jour. Et c'est à cause de nos besoins en nourriture et en agriculture. J'ai toujours pensé que lorsque je serai adulte, c'est de là d'où proviendrait ma viande, ça viendrait d'un laboratoire. Il n'y aurait pas d'animaux qui seraient tués, il n'y aurait pas de maladies qui se propageraient. Je sais que le Canada est numéro 1 pour la salubrité alimentaire, mais on est au Canada. Moi, d'habitude, je ne suis pas au Canada, mais je vais dans énormément d'autres pays pour y travailler et la salubrité alimentaire n'est pas vraiment au programme. Et l'industrie animale est la pire pour la propagation des maladies. Ce sont les êtres humains qui font cela. Vous allez au supermarché, vous voyez toute cette nourriture, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'arrière. 1,3 milliard de tonnes qui sont gaspillées. 30% de la nourriture sur la planète va à la poubelle. Quel est le problème? Cette industrie comporte énormément de dichotomies. Dans les villes, les gens sont obèses. 2 millions de personnes sont obèses. 2 millions qui sont trop nourris, qui sont obèses. Savez-vous combien sont mal nourris? 2 milliards n'ont pas assez de nourriture. Bon, quel est notre problème? La planète n'est pas équilibrée. 2,6 millions d'enfants meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Donc, le monde dans lequel je croyais aurait ressemblé à ceci, en harmonie avec la nature, des villes merveilleuses, nous ferions pousser notre propre nourriture, ça serait très durable. Mais ma ville d'origine, Bombay, ressemble encore à ceci. Pourquoi? Et c'est comme ceci que la plupart des gens vivent dans le monde. Et lorsqu'on parle d'agriculture et de terres agricoles, moi, je ne le vois pas parce que ça, c'est de là d'où je viens et la plupart des endroits dans le monde où je travaille ressemblent à ça aussi. Il n'y a plus de place. Les terres agricoles sont très, très loin et c'est pour ceci que beaucoup de pays doivent se fier à des pays comme le Canada pour pouvoir importer leur nourriture. Et il y a les changements climatiques que vous croyez ce que vous voulez pour les causes. Vous pouvez penser que c'est l'évolution naturelle de la planète. Il y a de la preuve scientifique pour ça. Vous pouvez croire aussi que c'est causé par l'être humain. Oui, il y a certaines données qui correspondent à ça. Peu importe la raison, mais c'est réel, c'est là. Et vous,
Les jeunes, c'est votre avenir. Vous allez grandir sur une planète qui aura l'air différente de celle de vos parents. Les changements climatiques vont avoir des impacts incroyables sur l'agriculture. Donc, toute cette tendance, toute cette dichotomie nous ramène à la question de comment allons-nous nourrir 9,6 milliards de personnes en 2050. C'est ça le nombre de personnes que nous aurons sur la planète. La nourriture, ce n'est pas forcément un problème. Nous savons comment les nourrir avec des céréales, avec du maïs, du soja, du blé. Mais ce que nous ne savons pas faire, c'est que nous ne savons pas comment les nourrir. Ce n'est pas ce dont les corps ont besoin. On a besoin de plus que ça. Donc, il va falloir fortifier cette nourriture, la renforcer avec des aminoacides. Ceux qui font les protéines, il va falloir leur ajouter des micronutriments. Donc, ça, ce sont les grandes questions qui nous préoccupent à XPRIZE. Comment nous allons nourrir tant de personnes? Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que l'agriculture est prête pour ce moonshot. Nous avons besoin de quelque chose de différent, quelque chose d'immense, pas simplement la grande agriculture. La grande agriculture, ce sont eux qui sont déjà à l'avance, ce sont eux qui expérimentent déjà ce dont je vais parler aujourd'hui. Tout le monde doit penser de la même manière qu'eux. Comment est-ce qu'on peut faire ce dont je parlais? Comment faire ce moonshot? Alors, la première chose, c'est qu'il faut changer de la manière dont vous pensez. Il ne faut pas penser local ou linéaire. Il faut penser à l'exponentiel, au mondial. Je vais vous expliquer. Le terme exponentiel, je vais beaucoup l'utiliser. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire exponentiel. Vous savez ce que c'est le linéaire? Le linéaire, c'est... Bon, qu'est-ce qui se passe si j'ai 30 étapes linéaires? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, où est-ce que j'en serai dans 30 pas? Au bout de la pièce? Ou presque au bout de la pièce, ici? Mais exponentiel, je vais vous montrer ce que c'est. Ça, là, on vient doubler l'effort. Donc, 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. Donc, vous voyez, on double à chaque fois. Donc, si je fais 30 pas linéaires, je serai au bout de la pièce. Qu'est-ce qui se passe si je fais 30 pas exponentiels? Est-ce que vous savez à peu près où j'en serai? Il faut le crier. Toronto, la Lune. En fait, qui a dit la Lune? Avec 30 pas exponentiels, je vais aller 25 fois autour de la planète. Je pourrais marcher 25 fois autour de la planète. C'est ça ce que ça donne, 30 pas exponentiels. Donc, lorsque je commence à parler de technologie exponentielle, ça veut dire que je parle de technologies qui vont doubler chaque année la vitesse et les efforts. Donc, mais en même temps, on coupe les coûts de moitié. C'est beaucoup moins cher, mais c'est beaucoup plus efficace. Donc, regardez les téléphones intelligents. C'est ça ce qui est arrivé avec les téléphones intelligents. Il faut qu'on change notre manière de penser. Il faut passer du local et linéaire au mondial et à l'exponentiel. Mais en tant qu'être humain, nous ne sommes pas programmés pour le faire naturellement. Il faut vraiment qu'on se force pour le faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'il en est. Dans cette incarnation de notre corps humain, en termes d'évolution, nous avons ce même corps, mais aucun changement évolutionnaire pendant 50 000 ans. 50 000 ans. Nous n'avons pas eu de mise à jour de notre système pendant 50 000 ans. Donc, nos cerveaux sont programmés. Donc, lorsque je vois une ligne, moi, je prends cette ligne droite. Mais bon, si on voit un danger, on va penser contour. Donc, mais nous pensons encore comme nous pensions il y a 50 000 ans. Mais ce n'est plus
qui nous sommes. Regardez le monde où nous vivons. Nous avons maintenant un temps exponentiel. C'est une époque où il y a beaucoup d'informations, il y a la mondialisation. Donc, il faut vraiment qu'on force nos vieux cerveaux primitifs. Il faut vraiment qu'ils s'attaquent à cette attitude de moonshot. Il faut penser de manière complètement différente. Moi, j'appelle ça l'ère des intrications quantiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une intrication quantique, c'est ça. Une particule, peu importe où elle est dans l'univers, si elle se comporte d'une certaine manière, immédiatement, il y aura une autre particule, peu importe à quelle distance elle est dans l'espace-temps, elle aussi, elle agira de la même manière, immédiatement. Il y aura une réaction de cette particule. C'est notre monde aujourd'hui qui croit que s'il y a par exemple un gros tsunami en Asie ou une grande inondation, que ça n'a pas de répercussions sur toutes les autres personnes de la planète. Nous sommes dans une époque où nous sommes vraiment très mondialisés. Les économies sont mondialisées et donc nous sommes vraiment entremêlés. Et donc il faut qu'on adopte cet état d'esprit d'abondance. Quel est le contraire de l'abondance? C'est la rareté, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire penser abondance? Donc, ça veut dire que nous voyons les problèmes comme celui que j'ai déjà parlé plus tôt. Nous voyons ces problèmes comme des occasions d'affaires, des occasions d'innovation, d'invention, des occasions qui vont venir changer les comportements. Et c'est ça ce que c'est, ce moonshot. On voit les choses complètement différemment. Sommes-nous optimistes? Oui, bien sûr, nous le sommes. Sommes-nous des idéalistes? Non, pas tout à fait. Mais quelquefois, nous devons aller très près de l'idéalisme, parce que sinon, on aurait trop peur d'aller de l'avant. Ça, c'est la première chose qu'on fait. On essaye de changer notre état d'esprit. La deuxième chose que nous faisons lorsqu'on essaye de s'attaquer à ce moonshot et qu'on établit ces défis, on essaye d'exploiter le potentiel des technologies et des technologies exponentielles. Voici quelques exemples de technologies exponentielles. L'intelligence artificielle, là, les robotiques, VR, les ordinateurs quantiques, l'apprentissage avec les machines, tout ceci a une place dans l'avenir de l'agriculture. Je ne vais pas parler de chacun de ces éléments, mais je voudrais parler de certains éléments controversés. Parce que, à nouveau, lorsqu'on a un état d'esprit d'abondance, on ne voit pas les choses en noir et blanc. On ne voit pas les choses comme étant bonnes ou mauvaises. On ne voit pas les choses plates. On voit toutes les nuances. On voit le rôle que les êtres humains peuvent jouer. Donc, la biologie synthétique, par exemple. Voulez-vous parler de biologie synthétique? On peut parler de la génétique aussi. Donc, c'est très simple. On programme l'ADN. Comment est-ce qu'on peut programmer et créer de l'ADN? On en prend chez un être vivant, on le met dans un autre être vivant. C'est de l'ingénierie et c'est biologique. Et c'est un des domaines les plus innovateurs pour l'agriculture, la médecine, pour énormément de choses, incluant l'eau désalinisée. Il ne faut pas le rejeter, il faut connaître les faits, il faut savoir ce qu'il en est pour prendre une décision éclairée. Nous ne propageons pas une chose ou une autre à XPRIZE. Nous sommes ouverts à toutes les possibilités pour réussir à faire ce que nous voulons. Parce que nous pensons que ce sont les humains qui vont contrôler tout ceci. On dit que l'intelligence artificielle pourrait conquérir le monde. Est-ce que ça peut arriver? Oui, mais c'est à nous de faire ce qu'il faut pour que ce ne soit pas le cas. Bon, il y a
des technologies absolument révolutionnaires par rapport à ce que nous avions dans quelques années. La possibilité de couper, coller les matériaux génétiques, ça pourrait vraiment changer énormément de choses. Ça pourrait oblitérer certaines espèces, bien sûr. Ça pourrait amener le monde dans une direction complètement différente, bien sûr. Mais il faut savoir quels sont les faits. Et il faut que des êtres humains responsables soient aux manettes et qu'ils prennent des décisions éclairées. C'est ça ce que nous voulons faire à XPRIZE. Donc, nous allons parler des exponentiels pendant un petit moment. J'ai essayé de diviser le monde de l'agriculture entre la ferme, les consommateurs, et le transport et les consommateurs. Donc, à la ferme, vous pouvez voir comment la technologie exponentielle va fonctionner. Nous avons des senseurs qui vont pouvoir remarquer l'humidité, les robots agricoles. Est-ce que le ministre Macaulay a dit que les vaches envoyaient des textos? Pensez-vous que c'est absurde? Qui pense que c'est absurde? Allez-y, dites-le moi. Levez la main. J'aime bien quand les gens se décident, surtout les femmes, les jeunes filles, oui. Mais vous savez, ce n'est pas absurde du tout. Qui étudie la programmation? Vous pouvez programmer un senseur qui va réagir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une vache fraîche. Peut-être que c'est une réaction hormonale, biologique, je ne sais pas. Donc, vous pouvez programmer un senseur qui va remarquer ces données, peut-être c'est la température du corps qui monte, ou des produits chimiques qui augmentent dans les veines. Bon, mais il y aura un transmetteur qui, avec la technologie, va envoyer un signal à votre téléphone intelligent, au téléphone intelligent du producteur. Et donc, ça peut arriver. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Et c'est ça ce que je veux dire. Il n'y a plus rien qui est incroyable maintenant. Et tout ceci est en train d'arriver. Bon, si ce n'est pas vraiment maintenant, ça va arriver demain. Parce qu'il y a des esprits extrêmement brillants qui sont probablement jamais allés dans une ferme, mais qui travaillent à la technologie, qui vont vraiment révolutionner la vie à la ferme. Donc, et nous avons également la technologie par satellite. Peter a fondé une autre compagnie qui s'occupe des astéroïdes. Bien sûr, on va installer des mines sur les astéroïdes. Lorsqu'ils passent près de nous, ils ont des minéraux qui sont très rares sur la Terre. Et donc, la valeur sur le marché d'un astéroïde pourrait être dans des milliards de dollars. Et donc, ils peuvent capturer un astéroïde et y mettre des mines. Donc, ils ont trouvé un astéroïde, ils le retraçaient. Il va être près de nous en 2023. Donc, qu'est-ce que vous faites en attendant? Mais ils ont remarqué chez les astéroïdes, d'habitude, ils sont couverts de glace, donc il fallait qu'ils aient des radars qui traversaient la glace pour voir de quoi il était composé, quel était le contenu de cet astéroïde. Et ils ont réalisé que si on tourne ceci vers la Terre, voici ce qui se passe. On peut découvrir quel est le taux d'humidité dans la Terre. Et on peut aussi vous dire la hauteur de votre récolte de blé au milieu de votre champ. Et c'est très, très précis. Donc, il y a énormément de technologie qui est en train d'être élaborée, et pas pour la ferme, mais ça peut aussi être utilisé en agriculture. Et ça permettra de faire avancer l'agriculture. J'espère qu'il y aura différentes manières de faire pousser les choses. Bon, il y a beaucoup de compagnies qui commencent à faire de la viande dans des labos. Donc, 45% des terres disponibles est utilisée pour le bétail à l'heure actuelle. C'est la réalité aujourd'hui sur notre planète.
Ah, donc peut-être que les éleveurs de bétail seront très très différents à l'avenir. Lorsque nous n'aurons plus assez de terrain, quel sera le problème? 9,6 milliards de personnes à nourrir. Peut-être qu'il y a d'autres manières, d'autres façons de faire que nous n'examinons pas encore pour faire pousser la nourriture. Il pourrait y avoir des micro-fermes à l'intérieur. Et bien sûr, l'agriculture urbaine, l'agriculture verticale, etc. Mais avec les nouvelles découvertes, les infotoniques, l'étude de la lumière, il y a des choses qui démontrent que la lumière rose est vraiment très très bonne pour faire pousser des récoltes. On n'a pas besoin de la lumière du soleil sans arrêt. On peut faire pousser des récoltes 24 heures par jour en utilisant une lumière LED. Donc pensons un petit peu aux prochaines étapes. Bon, lorsque la nourriture poussée à la ferme, ensuite elle est autre part, et bon, cette technologie exponentielle est déjà au travail. Il y a des senseurs qui vont pouvoir détecter si la nourriture s'avarie. Il y a également des organisations extraordinaires. Regardez à Wire Magazine, il y a eu un article sur les 10 entreprises qui s'attaquent à l'emballage innovateur. Et c'est pour le riz ou les pâtes. Et c'est une espèce de substance. Et on met ça dans le micro-ondes et l'emballage devient le bol parce qu'il est biodégradable. Et ça devient également l'eau dans laquelle les aliments vont cuire. Donc il y a des découvertes absolument incroyables avec cette biologie synthétique. Et c'est comme ça qu'on crée ces nouveaux emballages. Et il y a également les consommateurs, ceux qui mangent ces produits. Ce sont les plus importants aujourd'hui. Savez-vous pourquoi ces gens sont plus importants que jamais? Nous avons tous consommé de la nourriture sur notre planète. Pourquoi est-ce que tout le monde parle des consommateurs maintenant? Parce que nous avons beaucoup plus de pouvoir. C'est parce que nous avons nos téléphones intelligents. On envoie des tweets sur ce qu'on aime manger. Et si on est en colère parce que quelqu'un a fait quelque chose que nous n'aimions pas, on le dit. Et tous les amis peuvent se joindre à vous pour le fêter ou pour apporter des commentaires négatifs. Donc, imaginez-vous la prochaine génération de consommateurs qui auront de vraies données. Ils vont dire, bon, j'ai entendu parler d'histoire. Et l'importance de raconter notre histoire en agriculture. Il y a des histoires incroyables que personne ne va raconter. Mais la prochaine génération, vous, qu'est-ce que vous allez faire? À quoi est-ce que vous allez réagir, que ce soit sur Twitter ou au VR ou à la R? Bon, nous, en tant qu'êtres humains, nous réagissons aux histoires. Donc, si on pouvait mieux raconter l'histoire, imaginez-vous, moi, jeune fille qui grandissait à Bombay, si j'avais pu mettre mes écouteurs et ressentir le fait d'être à la ferme et donc ce que nous avons maintenant pour pouvoir ressentir, sentir le vent, ressentir ce que c'est d'être vraiment à la ferme. Et ça, ce que nous allons pouvoir fournir à la prochaine génération de consommateurs. Et nous allons donc utiliser l'exponentiel pour ça. Nous allons avoir nos réfrigérateurs qui nous enverront un message en disant dans 32 heures, votre laitue va devenir immangeable. Donc, il faut le faire ce soir. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais c'est juste une question de temps. Mais on dira, bon, voilà, c'est ça ce qu'on va manger ce soir parce que mon réfrigérateur me l'a dit. C'est juste une question de temps. La prochaine génération d'agriculteurs ressemblera peut-être à ces jeunes femmes. Vous voulez travailler à la ferme, étudier la bio. Vous voulez être agriculteur, utiliser la robotique. Aujourd'hui, la technologie, c'est la clé de tout. Nous avons créé ce monde-là, nous vivons dans ce monde-là. Alors pour moi, c'est ça l'espoir de la nouvelle génération. Bien entendu, les agriculteurs
vont continuer à faire ce qu'ils faisaient avant, mais c'est la combinaison des connaissances, de l'information. C'est ça la révolution qui se fait aujourd'hui et qu'il faut reconnaître. Il y a des tendances futuristes en alimentation qui, bon, je l'espère, ne vont jamais se réaliser. Là, en voici une. La nourriture dans une pilule. Il suffit de prendre une pilule et on reçoit tout ce qu'il nous faut. Et la pilule, des produits chimiques qui créent un sentiment de satiété dans votre cerveau. Non, merci. Imaginez le rituel magnifique qui entoure l'alimentation, voir ça disparaître. Alors ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas beaucoup. Il y a une autre utopie, ouais, des robots qui cuisent dans la cuisine. Ah oui, ça se fait aujourd'hui même. C'est un peu inquiétant, en fait. Moi, j'adore cuisiner, et je ne veux pas qu'un robot cuisine à ma place. Mais le pire, si vous avez vu ces vidéos, c'est que le robot cuit, mais ne nettoie rien. Donc, le robot laisse la cuisine dans un état complètement chaotique. Si vous êtes comme moi, il faut quand même un mari pour faire le nettoyage, même si c'est un robot qui fait la cuisine. C'est la règle chez moi. Moi, je cuisine, tu nettoies. Mais bon, c'est le genre de tendances qui ne vont, espérons-le, ne vont pas se réaliser. Une autre chose qu'on doit faire pour viser la Lune, c'est de transformer la science-fiction en science réelle. C'est ce qu'on fait tous les jours dans notre compagnie. On aime la science-fiction, hein? On aime Star Trek. On a plus d'une centaine d'employés. On a des uniformes de Star Trek que vous pouvez endosser si ça vous tente pour prendre une photo avec Spock et tout ça. Mais donc, nous, on est des vrais geeks, hein, des amateurs de science-fiction. On s'amuse beaucoup avec tout ça. On a des robots qui se promènent dans les bureaux, des imprimantes 3D. Et notre personnel est composé de scientifiques et d'ingénieurs qui finissent par ne jamais devenir adultes, mais on est influencé par Star Trek, par les romans de science-fiction, et on se dit, bon, comment est-ce qu'on pourrait réaliser ça aujourd'hui? Ça n'a pas l'air tiré par les cheveux. Et même si c'est tiré par les cheveux, on va trouver une solution. Ah, voilà, tiens, c'est comme ça qu'on pourrait réussir. Et je parie qu'il y a quelqu'un qui va finir par gagner $1 million s'il trouve la solution. Donc ça s'en vient, ça va se faire. Donc transformer la science-fiction en science-réalité. Ça, c'est l'un de mes films de science-fiction préférés. Ça s'intitule Sunshine. C'est ce qu'on voit dans les films de science-fiction, des fermes, dans des vaisseaux spatiaux, et en fait ça ressemble beaucoup aux fermes urbaines qu'on voit aujourd'hui, hein, à la culture verticale. C'est ça qui va nous nourrir demain, et c'est ça dont on a besoin pour vraiment aller plus loin, pour conserver la planète. Moi, je crois sincèrement que l'espèce humaine n'est pas destinée à rester sur cette planète. Nous sommes des explorateurs, nous avons des âmes d'explorateurs. Nous allons trouver des façons de dépasser toutes les limites. C'est ça notre véritable destinée. Nous sommes programmés pour faire ça, mais nous ne pouvons pas voyager dans l'espace sans aliments. Et donc la science-fiction nous apprend beaucoup au sujet de la façon dont on va pouvoir cultiver nos aliments dans l'avenir pour survivre. Donc il faut tirer les leçons de la science-fiction. Et évidemment, le grand maître, c'est la nature aussi. Connaissez-vous l'âge de notre planète? 4,5 milliards d'années. Nous créons des prototypes depuis 4,5 milliards d'années. Peut-être que la nature a quelque chose à nous apprendre. Quand on conçoit nos expériences, on essaye de faire de la bio-imitation, essayer de voir comment la nature règle le problème et s'inspirer de son exemple.
Il y a beaucoup d'exemples en ce moment dans la culture. Voici une expérience que fait une petite compagnie. On essaie de voir comment est structurée la méduse. La méduse, vue de photosynthèse, elle se nourrit de soleil. Il faut qu'elle soit proche de la surface pour capter la lumière. Ils ont des tentacules pour capturer des micro-organismes dont ils se nourrissent. C'est un système de culture qui est inspiré de la méduse. À Singapour, il y a des super arbres dans le jardin botanique qui s'inspirent des structures naturelles de la nature, comme les forêts d'arbres géants, les forêts anciennes, toutes les couches du fond de la Terre, toutes les couches de cet arbre, chaque niveau de cet arbre est un écosystème différent. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut commencer à construire nos maisons. Et enfin, il faut mettre les gens au cœur du changement. Demandez-vous pourquoi on a tellement parlé des perceptions, des histoires, du fait que tout le monde doit donner son opinion avec son téléphone intelligent. Quand on conçoit une nouvelle expérience, il faut se demander comment les gens vont l'accepter. Pourquoi? Eh bien, parce que nous, comme humains, on a encore des cerveaux vieux de 50 000 ans, sans mise à niveau. Il faut nous réamorcer. On programme pour des gens qui ont des superstitions, des craintes, la peur du risque. Parce qu'on est comme ça, c'est comme ça que les humains fonctionnent. Donc, quand on crée quelque chose de nouveau, quand on essaie de viser plus haut, tous les micro-emprunteurs qui m'écoutent aujourd'hui, quand vous allez faire votre projet, concevoir votre projet, s'il n'est pas accepté, rien ne va changer. Donc, trouver le compromis entre la technologie et l'acceptation humaine. C'est ça la voie du succès. Et qui sont ces gens? Quand on parle d'agriculture et des 9,6 milliards d'humains, on ne parle pas de vous et de moi. On parle de gens très différents de vous et de moi. 70% des aliments cultivés sur le continent africain sont cultivés par elles, des femmes comme elles qui produisent les aliments. L'Afrique et l'Asie seront les lieux qui vont connaître la plus grande croissance démographique. Et c'est pour eux que nous concevons des choses, c'est avec eux que nous concevons des choses. L'industrie laitière de l'Inde, c'est l'industrie laitière qui a la plus forte croissance au monde, pas au Canada, en Inde. Et beaucoup des producteurs laitiers là-bas ressemblent à cette femme. Voilà les gens qui vont adopter vos technologies. Voilà les gens qu'il faudra nourrir au cours des 30 et 35 prochaines années. Et ça s'en vient, on s'en va vers Mars, croyez-le ou non, ça va se faire. On va s'y rendre, mais on ne peut pas s'y rendre sans comprendre comment amener nos systèmes alimentaires avec nous. Il va falloir faire pousser des aliments, recueillir notre propre eau pour survivre dans ces environnements si hostiles. Mais avant de se rendre jusque-là, prenons un peu plus soin de ce qu'on a déjà entre les mains, notre propre planète. J'aimerais conclure par cette pensée. C'est une citation de notre fondateur, Peter D. Amadis, et c'est quelque chose qu'on dit tout le temps dans l'entreprise. La veille de réaliser une percée, l'idée qui la permettra est encore une folie. Pensez-y. Avant qu'une invention devienne une percée, tout le monde croit que c'est une folie, que ça n'a pas de sens, que ça ne marchera jamais. Ils lèvent les yeux au ciel, ils se disent « oui, oui, intéressant, mais c'est impossible à faire ». Et pourtant, ça finit par se réaliser et le monde change. Ça change d'un instant à l'autre.
et tous les critiques se taisent tout à coup et le monde continue de tourner parce que une autre idée folle attend de devenir une percée. Alors c'est ce qu'on dit aux gens, amenez-nous vos idées folles, repoussez les limites de votre propre folie parce que ces idées-là sont dans vos laboratoires, dans vos pensées, et toutes ces idées folles sont les percées de demain. Ne les laissez pas tomber. Alors, merci beaucoup. J'étais très heureuse de vous parler. Merci de votre patience et de votre écoute. Et vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter ou à XPRIZE. Merci beaucoup.